Bonjour à tous, nous nous retrouvons une nouvelle fois dans ce cadre des webinaires sur la prise en charge des maladies rares. Quelles sont les prises en charge dans ma région? Aujourd'hui, nous allons parler des malformations et des fistules artério-veineuses cérébrales. Le sous-titre, c'est une prise en charge collégiale, si besoin était de montrer toute la pertinence, une fois de plus, à essayer de créer ce pont et ce lien ville-hôpital et à l'incarner. Donc, je suis le docteur Sacomano, je suis médecin vasculaire à Montsartou et je suis le président de l'Union régionale des médecins libéraux au PACA. Et donc, dans un domaine voilà, assez voisin du mien, je suis ravi d'accueillir le docteur Jacques Soda, qui est le chef de service du service interventionnel à Pasteur 2, qui prend en charge tout ce qui est anévrisme intracrânien, athérome, maladie vasculaire cérébrale. Donc à la tête de ce service, de cette discipline qui à la fois est relativement nouvelle et finalement maintenant ancienne, puisqu'elle a à peu près 20 ans, mais je vais lui laisser la parole et comme ça il va pouvoir nous en dire plus et nous faire cette présentation sur ce qu'il prend en charge et la façon dont on peut encore améliorer sans doute cette prise en charge par ce lien ville-hôpital. Jacques. Merci beaucoup. Alors, merci pour cette gentille présentation. Merci aussi pour cette idée de connecter les médecins libéraux et les médecins hospitaliers. Je crois que c'est très important ce trait d'union pour les patients et leurs familles. On en parlait avant parce que c'est des pathologies qui sont potentiellement graves. Et effectivement, il y a un retentissement psychologique et une anxiété tout à fait compréhensible pour tous ces patients et cette famille. Et donc, je crois que c'est très important ce lien. Merci beaucoup à Mme Achio pour votre travail et pour le CHU. Alors, nous sommes centre de compétences. Alors, l'intitulé, c'est Anomalies vasculaires, neurologiques et cérébromédulaires. Alors, ça inclut plusieurs maladies, la plus connue étant les malformations artério-veineuses cérébrales qui peuvent toucher l'adulte et l'enfant. On parlera essentiellement de ça. Alors, on appelait ça avant angiome cérébral. Hein, certains médecins, on l'appelle encore angiome cérébral, mais la véritable définition, c'est une malformation. Angiome étant réservé aux tumeurs vasculaires. Il y a effectivement, on parlera moins des malformations artério-veineuses qui touchent la moelle, qui sont vraiment très très rares. Et puis, on parlera des fistules durales artério-veineuses, essentiellement visibles chez l'adulte, qui sont à peu près la même chose que les malformations, mais qui touchent une autre population, on en parlera tout à l'heure. Alors, la malformation artério-veineuse cérébrale, ou qu'on appelle MAV, hein, c'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire. C'est une pathologie qui est rare, bien entendu, mais qui est potentiellement grave et qui touche les adultes jeunes et qui peut toucher aussi les enfants. Alors, qu'est-ce que c'est? Dans tout organe et également au niveau du cerveau, vous voyez sur ce schéma, habituellement on a des artères qui sont colorées en rouge, qui vont se diviser en artérioles et puis qui vont donner, vous voyez en violet, des petits capillaires qui sont le trait d'union entre les artères et les veines. Et c'est là où l'oxygène va être donné au parenchyme cérébral. Et puis, une fois que l'oxygène a été donné, ce sang qui arrive des artères qui sont à forte pression, à pression artérielle, eh bien, le sang va se déverser dans ces petites vénules qui vont converger vers les veines. Une malformation, c'est une malformation des capillaires qui sont mal formés. Et on appelle ça le nidus. Vous allez voir pourquoi, parce que ça fait une espèce de petit nid. C'est une malformation, il n'y a pas d'interposition de neurones à l'intérieur. Et ces capillaires, normalement, vont régler le système de pression entre ces artères à haute pression et ces veines à faible pression. Et là,
eh bien, ces capillaires vont être incapables de réguler la pression. Ce qui fait qu'il va y avoir un court-circuit entre les veines et les artères, et évidemment une augmentation de pression dans le nidus, dans ces capillaires mal formés, également dans les veines, et il va y avoir bien entendu d'une part une augmentation de taille des vaisseaux, des artères qu'ils nourrissent, des capillaires et des veines, et le risque le plus important étant le risque de rupture de ces capillaires et de ces veines dont les parois ne sont pas faites pour avoir une pression artérielle. Alors, sur ce schéma, il s'agit d'une artériographie cérébrale. C'est une injection d'un produit de contraste qu'on voit en noir au niveau artériel. Et on a cette injection et on est au temps artériel, c'est-à-dire, vous voyez, on voit les artères du cerveau, tous ces petits cheveux. Et puis, vous voyez une artère qui est plus grosse que les autres et puis qui va donner cette espèce de chevelu qui s'appelle le nidus. Et donc, ce chevelu, il va se drainer immédiatement dans ce gros vaisseau qui est déjà une veine de drainage qui apparaît très précocement, alors que les autres veines de drainage du cerveau ne sont pas apparues. Donc, on distingue bien le nidus, les vaisseaux artériels qui l'alimentent et les veines de drainage. Alors, les malformations artério-veineuses, c'est congénital. La prévalence, c'est à peu près de 1 sur 5000 à 1 sur 10 000, la définition des maladies rares étant une prévalence de 1 sur 2000. Elles peuvent se manifester à n'importe quel stade de la vie, avec toutefois un pic de fréquence qui est entre 30 et 40 ans. Alors, dans 40 à 50% des cas, malheureusement, ces malformations sont découvertes lors d'un saignement intracérébral, lors d'un hématome cérébral. Ces saignements sont malheureusement graves puisqu'ils entraînent environ 10% de mortalité et 30 à 50% de handicap possible. L'âge moyen de découverte des malformations, c'est 33 ans. Mais effectivement, on peut le découvrir très tôt chez l'enfant ou plus tard. Il existe d'autres circonstances de découverte, des crises d'épilepsie, des maux de tête, et puis de plus en plus, une découverte fortuite lors de l'exploration d'un maux de tête, d'un vertige, par scanner ou IRM. Alors, justement, le scanner et l'IRM, c'est eux qui vont faire le diagnostic. Faire le diagnostic, vous voyez sur la droite, c'est un scanner pour quelqu'un qui a saigné, où on voit un hématome qui se voit très bien. Et donc, le diagnostic est relativement simple sur l'imagerie. Et puis, l'IRM qui, elle, permet des coupes en 3 dimensions qui vont nous permettre de voir, vous voyez ces chevelus de nidus et ces artères et veines dilatées qui font suspecter une malformation. Vous voyez, ça, c'est une coupe axiale, et puis vous voyez une coupe sagittale de profil du cerveau. Et c'est ces examens qui vont nous montrer la localisation et l'étendue de ces malformations. Alors, un autre examen très important, c'est l'artériographie. L'artériographie, je vous ai montré un exemple tout à l'heure, c'est l'injection au niveau des artères d'un produit de contraste. Et puis, il existe une caméra à rayon X qui va enregistrer le passage du sang dans les artères, dans les capillaires, dans les veines. Et donc, cela va permettre de voir, comme ici, un gros nidus, vous voyez, avec toutes ces veines de drainage très dilatées. Et sur cette photo, un nidus de plus petite taille. Alors, il y a une notion très importante, c'est la notion d'angio-architecture, c'est-à-dire comment la malformation est faite de l'intérieur. En effet, il existe des facteurs de risque de saignement. Toutes les malformations n'ont pas le même risque de saignement, je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Et donc, vous voyez sur ce cliché d'artérographie, vous voyez un gros nidus frontal,
Et puis, vous voyez qu'il existe une boule ici qui est un anévrisme de flux. C'est un facteur de risque. Ça veut dire que la malformation va très vite et que cet anévrisme peut se rompre. Sur la photo en dessous, on voit un tout petit nidus et puis effectivement un gros anévrisme, qui est un anévrisme dans le nidus, et donc c'est également un facteur de risque. Même chose ici en bas, on aperçoit un nidus, on voit une grosse veine de drainage, et puis ce qui est important à voir, c'est ici, c'est-à-dire qu'il y a un retrécissement de la veine de drainage. Et quand il y a un retrécissement de la veine de drainage, eh bien, forcément, il y a une hyperpression dans la malformation et donc un risque plus élevé de rupture. Alors, je suis désolé de ce schéma un peu compliqué, mais en fait, il faut bien comprendre que si toutes les malformations ont un risque de saigner, ce risque est très différent d'une malformation à l'autre. On a vu qu'en artériographie, que ce risque dépendait des facteurs de risque de saignement qu'on voyait à l'artériographie. Ça dépend également du mode de présentation. Et vous voyez, quand vous voyez ce schéma, ben vous voyez d'un côté, il y a présentation hémorragique et de l'autre côté, présentation sans hémorragie, c'est-à-dire les malformations qu'on découvre soit devant une épilepsie, soit de façon fortuite. Et vous voyez ce chiffre, ben ce chiffre, ça correspond au risque annuel de saigner. Ça veut dire que si on n'a jamais saigné, globalement, on a 1% de risque annuel. Si on a eu déjà un saignement, on a 5,5% de risque annuel de saigner. Quand on observe un peu mieux ce tableau, on voit que quand on a un drainage veineux profond, c'est-à-dire que les veines de la malformation se drainent à l'intérieur du cerveau, ben vous voyez que si on a saigné, on a un peu plus de 11% de risque de saigner par an. Si on n'a pas saigné, on a 2,4%. Et on peut multiplier ça, vous voyez qu'il y a d'autres facteurs de risque, les malformations profondes du cerveau et pas superficielles. Et ça veut dire que si vous cumulez un petit peu tous les risques, c'est-à-dire que si les patients qui ont saigné, qui ont une malformation profonde, qui ont une malformation à drainage veineux profond, peuvent avoir jusqu'à 34% de risque de ressaignement. Donc c'est énorme. Et si vous le comparez à ce chiffre, c'est-à-dire des malformations qui n'ont pas saigné, qui sont superficielles, qui n'ont pas de drainage veineux profond, on a moins de 1% de risque de saigner. Donc vous voyez que le principe de l'étude de ces malformations, c'est de savoir lesquelles sont à risque de saignement ou de ressaignement, afin de savoir s'il faut envisager un traitement ou pas. Alors, je vous parlais du caractère collégial de la prise en charge. Les malformations rompues, c'est une hémorragie cérébrale. L'hémorragie cérébrale, c'est une hospitalisation en réanimation. Donc, c'est des patients qui vont être pris en charge par nos collègues réanimateurs anesthésistes. Pour les petits, par des réanimateurs pédiatriques. Et vont intervenir trois types de médecins, les neuro-interventionnels, dont je fais partie, qui pratiquent la chirurgie endovasculaire, les neurochirurgiens, qui pratiquent la neurochirurgie, et puis les radiothérapeutes. C'est les trois façons de traiter les malformations, on va en parler. Et puis derrière ça, ben, il y a tous les autres corps de métier, rééducateurs, orthophonistes, etc., qui vont prendre en charge ces patients. Pour les malformations qui sont non rompues, alors on a vu, on peut avoir des crises d'épilepsie. Alors intervient un nouveau médecin, c'est le neurologue, généralement épileptologue, qui va prendre en charge ces patients pour les équilibrer au niveau de leur épilepsie. Et pour ces découvertes, eh ben, effectivement, il faut trouver une structure de soins. Dans la structure de soins, eh bien, c'est la structure de soins du réseau FAVA Multi, où vous voyez la carte française et vous voyez que à Nice, on est centre de compétences. Alors, c'est dans le service d'interventionnel neurologique général de l'hôpital Pasteur II. Excusez-moi.
Et voilà, le mail, c'est nri.chu.nice.fr avec le téléphone du secrétariat et nos deux secrétaires, Madame Labatino et Madame Jouguet. Alors, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe, on envoie une demande de rendez-vous, soit par téléphone, soit par mail, de mail de préférence, parce que le téléphone est vraiment souvent encombré. Et puis, vous allez avoir une consultation dans le service d'interventionnel. Le médecin du service d'interventionnel va vous expliquer votre maladie, les conséquences, et il va organiser une IRM si celle-ci n'a pas été faite, et puis l'artériographie cérébrale dont on parlait tout à l'heure. Et après cela, eh bien, il va y avoir le cas de chaque patient va être passé en staff et va faire l'objet d'une discussion multidisciplinaire. Multidisciplinaire qui va proposer soit l'abstention thérapeutique et la surveillance, soit une chirurgie ouverte, qui sera le traitement neurochirurgical, soit une chirurgie endovasculaire, c'est le traitement interventionnel, soit une radiothérapie. Et après tout cela, les patients seront suivis et seront suivis en consultation régulièrement. Voilà un petit peu le parcours des patients. Alors, juste un mot sur la chirurgie endovasculaire, qui est peut-être la plus difficile à imaginer pour les patients. La chirurgie endovasculaire, le principe, c'est de cheminer dans les artères du cerveau avec des microcathéters, des micro-tuyaux, afin de boucher les malformations, les artères cérébrales et les veines cérébrales au niveau de cette malformation. Voilà un exemple. Vous voyez une artériographie. Vous avez une artère unique qui arrive ici, qui chemine, et puis qui va donner cette grosse poche qui correspond à cette malformation avec des veines de drainage. Ici, eh bien, vous voyez une injection, vous pouvez apercevoir le microcathéter, vous voyez que c'est tout petit, ça peut faire un tiers de millimètre comme diamètre. Et puis ce microcathéter, il va être cheminé jusqu'au niveau des artères de la malformation, et puis il va être injecté une colle ou un polymère biologique qui va permettre d'occlure cette malformation. Voilà les résultats après, vous voyez que la malformation a disparu. Alors en fait, je crois que le message le plus important, c'est que toutes les malformations ne se ressemblent pas en fonction, ça dépend de toutes les malformations ne se ressemblent pas, ça veut dire qu'elles ont une localisation souvent différente, une taille différente, ça survient à un âge différent, dans un contexte différent, et qu'il va falloir estimer le risque spontané hémorragique et le comparer au risque que nous allons prendre par nos thérapies, parce qu'il n'existe aucune thérapie qui soit anodine. D'où l'importance de cette discussion multidisciplinaire entre tous les acteurs qui prennent en charge ces malformations, en sachant que si les traitements sont multiples, ça veut dire qu'aucun n'est parfait, malheureusement. Et effectivement, c'est vraiment un secteur où il faut une prise en charge dans un secteur spécialisé. Et c'est vrai que la prise en charge, c'est l'union de toutes ces disciplines. Je dis juste un mot sur les fistules artério-veineuses durales. Alors, quelle est la différence? Alors, c'est une pathologie qui arrive chez des personnes plus âgées. Il existe également une communication anormale entre des artères et des veines, mais cette fois-ci, ça s'est localisé au niveau de la dure mère, c'est-à-dire au niveau des méninges qui entourent le cerveau. Alors, globalement, ces communications peuvent entraîner également des risques d'hémorragie cérébrale. Même chose que pour les malformations. Lors de découverte, eh bien, le centre de compétences, il faut joindre le service d'interventionnel neurologique et général. Donc, voici encore le mail et le numéro de téléphone.
Voilà, je crois que j'ai fini avec ma présentation. Si vous avez des questions. Alors tout d'abord, merci pour cette belle présentation une fois de plus qui fixe vraiment le sujet. Alors comme d'habitude, on a 5-10 minutes hein, pour pouvoir poser quelques questions. Vous avez la possibilité soit d'activer votre micro pour poser la question en direct ou bien de l'écrire directement sur le chat. Et à ce moment-là, Sabia se fera le porte-voix de vos questions. Euh, Peut-être pour commencer, quand un patient, donc on découvre, alors quelle que soit l'origine, hein, le diagnostic par un scanner, une IRM, on a bien vu l'adresse mail pour pouvoir l'adresser. Est-ce qu'il est nécessaire de faire d'autres examens pour compléter un bilan avant l'adressage ou est-ce qu'il vaut mieux l'adresser au plus vite et c'est directement le centre qui après euh, prescrira les différents examens dont il peut avoir besoin? Alors, vous savez, il y a un facteur dont on a parlé au début, c'est l'anxiété. C'est l'anxiété, hein. Si on découvre une malformation chez un enfant, on peut comprendre l'anxiété des parents. Je crois il est très important que ces patients soient vus assez vite en consultation pour que les enjeux, les thérapeutiques et le pronostic soient expliqués aux parents ou aux patients. Et donc, nous, on a plus tendance à dire, on voit très vite les patients en consultation pour, quitte à organiser après l'imagerie, plutôt que de, on sait que ces patients sont très anxieux et donc on va essayer de les prendre assez vite pour pouvoir leur expliquer et à partir de là compléter le bilan. De toute façon, le bilan sera complété par une artériographie cérébrale que nous réaliserons nous. Donc, moi, je dirais que il est important dans les mails et de dire, bah, on m'a découvert une malformation et on vous prendra rapidement pour vous expliquer comment ça va se passer. C'est un petit peu comme ça, je pense que c'est préférable. Très bien. Y a-t-il des questions? Non, pas de questions dans le chat. En fait, j'avais une question, même deux. Parce que vous disiez que c'était congénital, mais les manifestations intervenaient à peu près vers l'âge de 30-40 ans. Qu'est-ce qui expliquerait en fait ce grand laps de temps en fait pour cette apparition-là, sur ces manifestations? Après, Alors, je crois que les réponses, il y a des réponses qu'on ne connaît pas, hein, c'est-à-dire pourquoi certaines malformations vont parler et d'autres ne jamais parler, parce que c'est quand même, il faut retenir ça aussi, hein. Il y a, je crois, ce que je disais, c'est que parmi les malformations, finalement, il y en a des gentilles et des méchantes. Et donc, effectivement, parmi les méchantes, c'est-à-dire où l'équilibre hémodynamique euh, fait que le risque hémorragique est haut, elles vont parler très tôt. Elles vont parler très tôt, donc ça peut être après 4-5 ans de vie, hein. Euh, Ça dépend beaucoup de l'aspect de ces malformations qui sont toutes différentes. Et on peut estimer également à l'inverse que lorsqu'il n'y a pas de facteur de risque, eh bien, que statistiquement, ces malformations peuvent être découvertes de façon à un certain âge, même un âge élevé, et ne saignent jamais. Et donc, effectivement, il y a un point d'interrogation. Alors, il y a beaucoup d'études qui sont faites également pour des marqueurs vasculaires, hein, qui, pour l'instant, n'ont pas montré de résultats thérapeutiques, mais on sent que ça bouge beaucoup et que la recherche va nous donner beaucoup sur cette question-là. Et par rapport au fait,
Est-ce que en fait, il y a un caractère héréditaire? Est-ce que au niveau s'il y a des parents, par exemple, qui ont, ces malformations, est-ce qu'il y a vous avez, des préconisations à ce qu'il y ait des examens sur la descendance? Alors, c'est quelque chose qui est bien connu, ça. Il existe des maladies où il existe des malformations, des maladies héréditaires, où il existe des malformations artério-veineuses, comme la maladie de Randy-Osler, qui est une maladie héréditaire qui peut donner des malformations artério-veineuses qui sont généralement multiples. En dehors de ces maladies-là, c'est souvent des cas sporadiques et donc ce n'est pas une maladie héréditaire. OK, d'accord. Donc il n'y a pas de dépistage à faire chez les membres de la famille. Une dernière question de mon côté, après je vais m'arrêter. Est-ce qu'il y a des signes d'alerte vraiment qui, font que, pour un médecin généraliste, par exemple, qui reçoit un patient, des signes d'alerte qui vont lui dire, «Il faut que je fasse, des, investigations dans ce sens-là», Alors, au-delà des céphalées, par ouais, exemple, qui sont, c'est vrai qu'un mal de tête, je ne sais pas si tous les médecins font, une IRM par rapport à ça. bien entendu, je crois que les maux de tête, c'est un symptôme excessivement courant. Mmh. Euh, Grâce à Dieu, tous les gens qui ont des maux de tête n'ont pas de malformation. Que la médecine moderne fait que c'est vrai que les patients qui ont des maux de tête chroniques sont de plus en plus explorés. Là, je parle des maux de tête sans saignement intracérébral. Lorsque vous avez un saignement intracérébral, ben, vous pouvez avoir une symptomatologie grave, hein, et puis vous pouvez avoir des céphalées. Le caractère de ces céphalées, de ces maux de tête, c'est souvent d'être inhabituel. Même chez des patients qui sont migraineux, bah effectivement, quand ils ont un saignement intracérébral, c'est des maux de tête qui sont vraiment inhabituels. Alors effectivement, la question est de savoir s'il faut faire des imageries à toute personne qui a des maux de tête, c'est un point d'interrogation. Je pense qu'en pratique, finalement, tous nos collègues le font. Hein, maintenant, tous nos collègues le font parce que prescrire une IRM maintenant, c'est devenu quotidien. Hein. Effectivement, et c'est pour ça d'ailleurs que nous découvrons de plus en plus de malformations qui sont de découverte fortuite et pour laquelle la question la plus importante est de savoir s'il faut ne rien faire ou s'il faut aller traiter, prendre un risque sur cette malformation. Bon, c'est bon de mon côté, il n'y a pas de questions dans le chat. Ben, c'est qu'a priori, voilà, c'était parfaitement clair. Donc, on rappelle aux présents qu'ils peuvent promouvoir la vision de ce séminaire en allant sur le lien qui est joint ou en contactant Sabia pour avoir l'ensemble des informations. On va peut-être clôturer, à moins que Jacques voulait rajouter quelque chose. Non, 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 d'accord. non, c'est. Et bien donc un très très grand merci à tous. Vous pourrez retrouver donc cette visio et ce webinaire directement sur le site. Et puis à très bientôt pour la suite de ces séminaires. Et je continue à le dire, n'hésitez pas à en reparler, ce lien ville-hôpital, et on a commencé par ça. C'est le parcours de soins du patient et vraiment la prise en charge du patient qui en bénéficiera. Donc continuons à partager, à échanger entre nous pour faciliter ces parcours. C'est essentiel aujourd'hui. Encore un très grand merci à tous et passez une très bonne journée. Merci. À Merci à bientôt. tous. Au revoir. Au revoir.